Bonjour, bienvenue à l'émission Blabla.net, l'émission où on blablate sur la technologie Microsoft.net. C'est la première émission, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de partir ce projet-là. D'entrée de jeu, je vais vous dire que j'ai pas beaucoup de mérite. J'ai repris une idée que Carl Franklin avait développée aux États-Unis. C'est une émission qui s'appelle .NET Rocks, que j'écoute depuis au moins une bonne année. Puis, des fois, dans des idées folles, je me dis, ça serait intéressant de faire la même chose en français, mais c'était toujours des idées folles. Puis un jour, après une rencontre du groupe utilisateur Visual Studio à Montréal, j'ai lancé l'idée à un ami qui lui a dit, c'est pas bête ça. Puis, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en novembre 2004, l'idée folle est devenue concrète, c'est-à-dire, c'est la première émission de Blabla.net. Pourquoi faire Blabla.net? Essentiellement pour permettre aux gens d'apprendre des choses sur la plateforme .net, puis aussi pour permettre de rencontrer des individus francophones qui ont un impact majeur sur le développement avec la plateforme .net. Donc des gens qui vont nous permettre de pouvoir mieux comprendre la plateforme, mieux l'utiliser. D'entrée de jeu aussi, je vais vous me présenter, vous dire un peu qui je suis. Présentement, je suis architecte intégrateur à la direction des registres et des certificats du ministère de la Justice du Québec. Non, je suis pas un employé du gouvernement, je suis un consultant qui est engagé par CGI parce que c'est CGI qui a le contrat avec le ministère de la Justice. Puis essentiellement, ce que je fais là, je suis le chef architecte qui intègre ou qui gère le travail de 8 autres architectes. Presque une centaine d'informaticiens, que ce soit des gens qui s'occupent de l'exploitation ou du développement de logiciels. Puis mon rôle, c'est surtout de mitiger les risques, donc de m'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'intégration de tous les aspects architecturaux des applications. Les applications que la direction des registres certificats font, c'est essentiellement un registre des droits personnels et des biens mobiliers. Un registre qui auparavant était hébergé sur un mainframe, puis qu'aujourd'hui est transporté sur une plateforme Microsoft.net. Puis, toute une infrastructure à clé publique pour l'émission des certificats X509. Puis, en tant qu'architecte senior, j'essaie de faire en sorte que toutes ces infrastructures-là fonctionnent au mieux. Assez parlé de moi, je vais vous parler de notre premier invité. Puis, je vais prendre ma petite feuille pour vous lire sa biographie. Notre invité aujourd'hui, c'est Éric Côté. Puis, voici sa bio. Éric est un formateur technique pour la compagnie 3Soft à Montréal. Il possède plus de 10 années d'expérience en consultation sur la plateforme Microsoft. C'est un spécialiste d'architecture.net. Détient plusieurs certifications, que ce soit MCSD, MCDBA, MCT comme formateur, comme trainer. Puis il est aussi diplômé de l'Université de Montréal en informatique. Éric a enseigné à plusieurs développeurs de grandes entreprises dans la région montréalaise, que ce soit les firmes Desjardins, Motorola, Bombardier, Softimage, Télé-Québec, en tout cas, beaucoup d'organisations. Puis il est un conférencier, j'oserais dire émérite, c'est-à-dire c'est un conférencier qu'on voit souvent au groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Un conférencier aussi à la semaine, à la conférence internationale DevTeach qui a lieu en juin à toutes les années. Puis aussi dans d'autres groupes utilisateurs. Bonjour Éric. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis bien content d'être ici avec toi ce soir. C'est un beau texte que tu viens de lire, je dois avouer. Je sais pas, est-ce que c'est toi qui l'as écrit? Ce que j'ai fait pour te dire, je suis allé sur le site de DevTeach où est-ce qu'il y avait ta biographie de l'an passé quand tu avais présenté. Puis j'ai recoupé des choses là, j'ai bonifié aussi, j'ai rephrasé certaines phrases pour peut-être faire plus beau, mais dans l'ensemble, je pense que ça décrit quand même assez bien la perception de ce que tu fais. Il faudra que je vole ton texte pour ma prochaine biographie, je crois. Ça vaut la peine. Mais je suis content d'être ici avec toi ce soir, Mario. Je sais pas de quoi tu voulais parler exactement, parce qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait parler. Moi, ce que je te dirais, c'est toi, qu'est-ce que tu as envie de parler sur la plateforme .net?
Alors, il y a deux sujets que je voudrais parler avec toi ce soir, mon cher Mario. D'abord, je vais vouloir parler probablement ce qu'on appelle la certification.net, parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont demandé dernièrement des questions sur la certification.net. Et étant justement dans le groupe d'usagers visualstudio.net, et puisqu'ils ont parti justement une sorte de groupe d'entraide pour faire des examens, des certifications, je vais en parler un petit peu du processus de certification. Par la suite, je vais parler ce qu'on appelle de la globalisation, un sujet qui me tient assez à cœur, c'est-à-dire comment on fait des sites web multilingues en ASP.net. Et je vais donner une conférence là-dessus à la fin du mois, justement, le 30 novembre, pour le groupe Gumsnet, justement, dans les bureaux de Microsoft. Gumsnet, est-ce que tu sais c'est quoi l'adresse URL de ce groupe-là, s'il y a des gens qui voudraient en savoir? Oui, c'est www.gumsnet.org, et je pense que vous allez le mettre sur votre page d'accueil. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, là, toutes les fois, pour chaque mois, quand on va avoir un invité, je vais rajouter des liens URL pour référencer ce qu'on aura parlé pendant l'émission. Donc, tu me parles de deux sujets. Site multilingue avec ASP.NET, si je comprends bien, puis la certification. Si ça te dérange pas, on va commencer par les sites multilingues. On va parler plus de programmation, puis on reviendra dans un deuxième test à la certification. Mais avant d'aborder ce sujet-là, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci. Tu me parles d'une conférence que tu vas donner à Gumsnet. Bon, je sais que tu es formateur chez 3Soft, donc j'imagine que tu donnes des cours ou en tout cas que tu te tiens occupé. Exactement, je me tiens relativement occupé. À tous les jours, je donne pratiquement de la formation à différentes compagnies. Il y a 2 semaines, ils m'ont envoyé, par exemple, à Dolbo, où est-ce que j'ai donné justement de la formation à des gens pour une firme de pâte et papier. Et puis là, me revoilà à Montréal, puis là, je donne de la formation cette semaine, par exemple, pour la STM. Où est-ce que justement on a des gens de STM qui sont en train de migrer certains projets à .NET. Alors c'est quand même assez intéressant. Est-ce que tu me parlais d'une présentation, as-tu d'autres présentations là, qui s'en viennent dans le mois de décembre? Présentement, à part celle qui s'en vient au mois de novembre, je vais essayer justement de la peaufiner, cette présentation-là, et de la présenter peut-être à d'autres groupes d'usagers à travers le monde. Je pensais notamment en Ontario et peut-être aux États-Unis. Mais là, ça dépend de mon calendrier, puisque je suis tellement occupé à tous les jours de la semaine. J'ai beaucoup de difficultés à essayer de me libérer une ou 2 journées là-dedans pour dire hey, je vais aller donner de la formation, je vais aller donner une conférence à tel ou tel autre endroit. Okay. C'est ce qui arrive quand on est des gens occupés, Mario, hein? Ouais, on connaît ça. Avant de commencer à parler de programmation de sites multilingues, on va faire une section qu'on va retrouver tous les mois qui va s'appeler la nouvelle ou les nouvelles du mois. Puis, Eric, je vais te demander de collaborer si tu as des nouvelles que tu voudrais partager avec nous. On va faire ça en 2 segments. On va avoir les nouvelles un peu plus générales qui touchent Microsoft.net at large, ou planétaire, si je pourrais dire. Puis on va aussi terminer peut-être avec les nouvelles plus régionales, ou en tout cas, qu'est-ce qui touche la région de Montréal, la province de Québec. Moi, il y a 2 nouvelles que je voulais partager. Il y en a une première, c'est une annonce que Microsoft ont fait à la fin du mois d'octobre à OOPSLA. OOPSLA, OOPSLA 2004, qui est une conférence qui existe depuis, 15 ans maintenant sur la programmation orientée objet. C'est d'ailleurs à travers ces conférences-là qu'est né tout le domaine des patterns au début des années 90. Puis à OOPSLA 2004, cette année, Microsoft a annoncé quelque chose que peut-être beaucoup de monde n'auront pas accroché parce qu'ils ont dit bon, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont annoncé un outil graphique pour pouvoir concevoir des langages spécifiques à un domaine d'affaires. Dans le jargon technique, on dit des Domain Specific Language, DSL. C'est essentiellement un outil graphique qui va s'intégrer dans ton Visual Studio 2005 qui te permet de représenter visuellement un langage. Si je vous donne une idée un peu ce que c'est imaginons que tu as des fichiers de configuration, puis que tu voudrais que ça soit beaucoup plus simple de configurer ça, il n'y a rien qui t'empêcherait de pouvoir faire un langage où est-ce que c'est des boîtes graphiques que tu remplis, puis à la fin, ça génère automatiquement ton fichier de configuration. J'ai dit ça génère automatiquement, donc on parle de génération de code aussi. Puis, pourquoi cette nouvelle-là, moi je trouve est importante, c'est que je pense que à moyen long terme, on va programmer de plus en plus avec un niveau d'abstraction plus élevé que juste le code, que ce soit en C# ou en VBNet. Puis ce qui moi, parce qu'ils sont pas les premiers à faire ça, ce que je pense qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Microsoft prend une approche où est-ce que ces modèles-là, c'est du code aussi, c'est intimement lié au code .NET, donc ça utilise la machine virtuelle de .NET. Puis moi, j'ai pour mon dire que
quel que soit le modèle, si tu veux vraiment qu'un modèle soit utilisé et qu'il ait une vie pendant le cycle de développement de logiciel, il faut que ça soit un modèle qui se retrouve dans le code. Puis c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, si on prend les modèles de tests unitaires comme NUnit, pourquoi ça prend tellement d'ampleur de ces années-ci? C'est parce que c'est du code. Puis la même chose ici, on parle de Domain Specific Language, de DSL, mais qui vont finir par être du code, que ce soit du XML, qu'on va intégrer et qu'on va pouvoir gérer avec notre gestionnaire de code source. Donc, vraiment un livrable concret. Pas quelque chose qu'on fait. Souvent, on a des modèles UML, par exemple, qu'on documente, mais que c'est très difficile à faire évoluer dans le cycle de vie du développement. Pourquoi? Parce que ça servait à l'analyse initiale, mais en cours de route, quand on est en train de faire notre design détaillé, ben de plus en plus, on met plus à jour ces documents-là. Juste avant que tu ailles plus loin, Mario, ça, c'est un produit qu'on télécharge, c'est gratuit, c'est payant, Oui, c'est comment c'est ça un marche? produit qui est présentement, il y a une version preview, un technology preview qu'on peut downloader du site de Microsoft. Je vais vous donner l'adresse, le URL, c'est http forcément lab.msdn.microsoft.com/VS 2005, donc on voit que ça touche Visual Studio 2005. /Team System, donc ça touche le produit Team System de Visual Studio 2005, ou en tout cas la version Team System. Donc je suis rendu à Team System /Workshop /DSL Tools avec un S. Donc un long URL qu'on va remettre sur notre page pour que ça soit plus simple pour vous de le retrouver. Puis c'est gratuit pour l'instant, donc on peut expérimenter. C'est une version Technology Preview, donc on parle d'un alpha, même pas un bêta à ce stade-ci. Ça termine des premières nouvelles. Il y a une autre nouvelle aussi, c'est des formations ASP.NET gratuites que Microsoft offre. Si vous allez sur le site www.aspnetwebcast.com, donc ASP.NET Web WEB CASTS.com, ben là vous pouvez vous inscrire à des cours. Puis en bonus ou en prime, ce que vous allez pouvoir savoir, c'est la version Visual Studio VisualBasic.net gratuite. Un livre sur la programmation ASP.NET gratuite, puis même aussi un CD qui est un kit de formation. Tout ça gratuitement. Donc vous avez juste à aller là, vous inscrivez, puis vous suivez 2 ou 3 cours, puis Microsoft va vous envoyer ça gratuitement. Moi, ça fait le tour des nouvelles plus générales. Je sais pas si toi t'en avais que t'aurais voulu parler. Moi, j'en ai juste une à parler. C'est assez intéressant. Ça s'est passé il y a à peine quelques jours. Microsoft avait annoncé il y a quelques mois justement qu'ils allaient faire un backporting, c'est-à-dire qu'ils allaient rendre disponible pour Windows XP toute la nouvelle librairie de programmation graphique qu'il y a dans la prochaine version de Windows, la version de Windows nom de code Longhorn. Et donc, ils ont appelé cette infrastructure graphique l'infrastructure Avalon, et donc ils l'ont rendu maintenant disponible pour Windows XP. Et donc, c'est un alpha, c'est assez préliminaire, mais c'est un alpha donc qu'on peut télécharger à partir du site web de Microsoft sur le lien qu'il va avoir sur la page. Et ce qui est très bien avec cette version-là de preview, c'est qu'on peut commencer à jouer sur Windows XP, sur les applications qu'on va développer demain avec cette nouvelle architecture graphique-là. C'est compatible justement avec le .NET Framework 2.0 et Visual Studio 2005. OK. Nouvelle plus locale. Dernièrement, les groupes d'utilisateurs SQL Server, FoxPro puis Visual Studio ont décidé de se fusionner. Puis, essentiellement, ça nous donne un seul groupe d'utilisateurs maintenant, qui est le groupe d'utilisateurs Visual Studio. Un gros groupe. Un gros groupe qui, au lieu d'avoir une seule rencontre par mois, va avoir maintenant 2 rencontres par mois. Toujours la même rencontre par mois qui cible les développeurs, mais maintenant, la seconde rencontre va, à tous les 2 mois, soit cibler les développeurs plus SQL, ou soit cibler les architectes. Donc, on crée 2 groupes d'intérêt, un groupe d'intérêt sur SQL Server, puis un groupe d'intérêt sur l'architecture. Puis, je suis bien placé pour en parler parce que je vais diriger ce groupe d'intérêt-là, le groupe sur l'architecture. Mario, il faut que je te dise que tu es probablement l'une des personnes les mieux placées pour faire ça à Montréal. Ben, merci bien, je vais prendre le compliment. Le but de cette fusion-là, c'est essentiellement mieux servir la communauté des développeurs à Montréal, en tout cas qui s'intéressent à la plateforme .net. Dans la même ordre d'idée, il y a aussi la création d'un nouveau groupe d'utilisateurs, le groupe d'utilisateurs IT Pro. Pour en savoir plus, pouvoir vous inscrire. Je sais que la première présentation est cette semaine, le mercredi le 23 ou 24. Donc au moment où est-ce que vous allez écouter ceci, c'est presque déjà passé. Probablement, mais c'est une présentation sur Virtual Server 2005. Puis ce groupe-là, si vous allez à l'adresse www.gumsnet.org, donc GUMSNET.org,
snet.org. Vous allez pouvoir vous inscrire à ce nouveau groupe d'utilisateurs-là. Entrons dans le vif du sujet, les sites web multilingues. C'est un gros sujet, hein, Mario. En fait, le multilingue, on peut en parler de différentes façons, mais j'aime bien commencer par dire que on a vraiment deux technologies pour le multilingue. On a naturellement Visual Studio 2003 et 2002 qui roulent sous le .NET Framework 1.0 et 1.1, qui, eux, naturellement, ont leur propre approche pour le multilingue. Et on a le nouveau monde de Visual Studio 2005 avec le .NET Framework 2.0, qui, lui, va avoir une approche totalement diamétralement opposée. Puis, donc, si je te comprends bien, là, dans 2005, ils ont tout changé les règles du jeu pour faire des sites multilingues. En fait, changer les règles du jeu, ça sera un peu faux parce que toutes les vieilles règles fonctionnent encore. C'est 100% back compatible. Mais naturellement, on a ajouté tout un éventail de nouvelles règles du jeu pour justement dire on va vous simplifier ça, on va rendre ça plus aisé l'approche pour créer des nouveaux sites web multilingues. C'est drôle que tu dises on va rendre ça plus aisé parce que je me souviens l'hiver passé, j'étais dans un autre projet puis il y avait toute une problématique justement de multilingue. Puis je me souviens que il y avait quelqu'un qui avait fait une analyse comment on pourrait utiliser l'approche de Windows 2003. Puis la conclusion en tout cas c'était c'est bien compliqué. Puis ça avait même été une barrière parce qu'il y avait comme une difficulté pour les développeurs à comprendre comment être capable de mettre en place multilingue. Donc ils sont finalement allés avec une approche classique qui est on store l'information dans BD puis on va lire avec un index le bon champ. Puis à ce moment-là, ça me donnait du multilingue au niveau de certaines informations, mais toutes les formes, ces choses-là, le multilingue n'était pas vraiment là. Exactement. Puis voilà, c'était un des buts dans Visual Studio 2005, c'est de dire il faut maintenant rendre ça aisé. On a tout créé dans Visual Studio une série d'outils pour aider le développeur à dire je pointe, je clique et voilà, je suis capable d'avoir du multilingue. Un peu comme on est capable d'avoir pour les applications Windows dans Visual Studio 2002 et 2003 aujourd'hui. Une application Windows multilingue est beaucoup plus simple à créer qu'un site web multilingue. On a vraiment donc beaucoup plus d'aisance. Et ils ont voulu donc ramener ce modèle-là de création de sites web multilingue dans Visual Studio 2005. C'est ça l'harmonisation dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on devrait savoir, là? Qu'est-ce qui est important là en 5 minutes ou même si je te dirais, si je te ferais le elevator pitch. Tu connais cette analogie-là? T'as quelque chose à vendre, t'as juste le temps d'être à l'élévateur, là, t'es dans l'élévateur avec Bill Gates, puis t'as juste le temps d'essayer de vendre quelque chose. Donc, s'il faut que tu me résumes, c'est quoi qu'il faut savoir sur le multilingue? OK. Alors, premièrement, je vais te donner l'elevator pitch pour le produit Visual Studio 2003. Comment ça fonctionne, les sites web multilingues? Il y a deux grandes technologies pour les sites web multilingues qui sont inclus dans le .NET Framework pour nous aider à créer ça. On a les technologies qu'on appelle de globalisation et les technologies de localisation. Donc, qu'est-ce que c'est que la globalisation? Globalisation, c'est le fait de dire on va formater des nombres et des dates. Et ça, on a déjà ça inclus dans le .NET Framework, que ce soit pour des applications web ou Windows, et ça fonctionne relativement bien. Quand on utilise des commandes comme format, toString, c'est tout fait ça avec les base classes, si je comprends bien. Oui, les base classes nous permettent ça. C'est fait avec les classes. Il n'y a pas d'outils pour ça. Ça vient avec les classes. Exactement. Il suffit juste de mettre le trait courant ou une propriété qui s'appelle culture, une propriété culture de notre page ou de notre application Windows qui va donc gérer quelle est la culture courante pour quand on va utiliser des méthodes telles que toString, des choses comme ça. Les contrôles vont donc s'adapter. Donc, tu n'as aucune contrainte au niveau du déploiement, des nouvelles choses à déployer. C'est ça. Tu fais juste utiliser... Alors, les contrôles vont s'adapter donc pour afficher correctement les dates, les nombres. Et ensuite, quand tu vas écrire ton code, quand tu vas écrire tes méthodes .toString ou quoi que ce soit, tu pourras mettre des paramètres supplémentaires pour indiquer dans quelle culture tu veux justement utiliser cette méthode .toString ou cette méthode .format ou quoi que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la globalisation. Mais là, naturellement, la globalisation, puisque ça inclut juste les strings pour les nombres et les dates, les gens se demandent qu'est-ce qu'on va faire pour le restant, le texte. Alors là, c'est là qu'arrive la localisation. La localisation, donc, c'est le fait de dire, on va prendre notre texte et le rendre disponible en plusieurs langues. Dans les applications Windows, ils ont une infrastructure pour nous permettre de faire la localisation. Tu dis texte, mais est-ce qu'on doit comprendre que c'est plus que du texte? Ça pourrait être n'importe quoi qui sont des ressources, des images, des choses comme ça? On dirait que tu as déjà fait ça, Mario, mais oui, exactement. C'est exactement ça. Sérieusement, d'un point de vue architectural, j'ai déjà regardé, mais j'ai jamais eu à programmer encore une application multilingue
au sens propre, en tout cas avec la plateforme. Je l'ai déjà fait dans le passé. Malgré que la plupart des gens pensent que les strings, c'est juste ça qu'il y a à traduire, mais en effet, des fois, il va falloir qu'on crée deux versions d'une image ou deux versions, par exemple, d'un son wave ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, naturellement, ça rentre dans la localisation. La réalité au Québec, c'est que souvent, supposons que tu ferais un site, une version pour le Québec, puis une version, je sais pas moi, pour l'Afghanistan. Peut-être que là, les images, il faudrait faire attention parce qu'il y a des perceptions sociales qui seraient différentes. Mais quand tu fais un site multilingue au Québec, on s'entend-tu que ce soit en français ou en anglais, c'est les mêmes bagages culturels pour les deux clientèles. Donc, souvent, les images font pour les... On n'a pas besoin de retravailler les images, surtout le texte qu'on veut franciser puis ou angliciser. Et il faut avouer que même dans les vraies applications multilingues, j'ai pas vu autant de localisation que cela. Vous allez, admettons, sur un site tel qu'Amazon.com et vous allez chercher les sites locaux d'Amazon.com qui soient pour le Québec, pour la France ou pour un pays un peu plus exotique, et ça se ressemble relativement beaucoup. Ils se sont dit en quelque sorte, pourquoi changer une formule gagnante? Hein? Okay. Là, tu viens de parler de deux concepts qui sont dans 2003. Dans 2005, est-ce que ces deux concepts sont toujours là ou ça change ça? Non, les deux concepts que je viens juste de nommer sont exactement les mêmes. La globalisation et la localisation. Et ce qu'ils ont fait justement pour 2005, on va en parler tantôt, c'est au niveau de la localisation, on va avoir aidé les choses pour les développeurs web. Mais regardons un peu la localisation comme on l'a fait en 2003, puis après ça, on va pouvoir parler des améliorations. En 2003, pour la localisation, si on faisait une application Windows, c'était relativement facile parce qu'on avait une infrastructure de ressources. Donc, on pouvait jouer avec des fichiers ressources qui étaient habituellement des fichiers .resx qu'on allait compiler justement avec notre programme dans des DLL qu'on allait appeler ils appelaient ça eux autres des Satellite Assemblies. Alors, c'est des DLL spéciales qui vont être dans un sous-répertoire spécial de l'application. Et donc, dépendant de la localisation de la DLL, si je place la DLL, par exemple, dans un sous-répertoire qui s'appelle fr-ca, ou si je place la DLL dans un répertoire qui s'appelle en-us, ben, ça allait justement lire justement l'information dépendant si on utilisait l'application en mode français ou en mode américain. Si je me trompe pas, tu as donné l'abréviation FR-CA. C'est vraiment le code standard qu'on nomme le répertoire pour dire la langue. Parce que FR-CA, ça veut dire canadien-français. EN-US, c'est English-US. Exactement. Et naturellement, ça c'est quand on voulait vraiment faire quelque chose de très localisé par culture, parce qu'on peut donc faire une version différente pour FR-CA et FR-FR, français de France. Et on pourrait faire aussi une différence avec FR-BE pour la Belgique, et ainsi de suite. Une des choses intéressantes que Microsoft ont faites pour ces infrastructures-là, ils ont dit on pourrait même créer ce qu'on appelle des cultures, ce qu'on appelle des fichiers de ressources qui vont être générales. Par exemple, juste pour FR ou juste pour EN. Et donc, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'à chaque fois qu'on va rouler notre application Windows dans une langue particulière, par exemple, je veux la rouler sur un Windows qui est en français, ben, par défaut, il va aller voir la langue française précise. Est-ce que j'ai justement un fichier un assembly satellite qui est pour FRCA. S'il n'y en a pas, on va faire un fallback. C'est-à-dire, on va aller voir dans le dossier FR. Est-ce que j'ai justement un dossier satellite là-dessus sur FR? Et s'il n'y en a pas, ben, on va faire un fallback sur le dossier satellite par défaut, qui est en fait notre dossier bin quand on compile dans Visual Studio. Donc, tu peux avoir comme une version par défaut qui serait, mettons, en anglais parce que tu présumes peut-être que tu vas rejoindre plus de monde. En tout cas, si tu fais un site à tendance internationale. Exact. Puis si tu fais un site Adolbo, si tu donnes de l'information, peut-être ta version par défaut serait en français parce que ça serait peut-être plus logique pour la clientèle. Exactement. Mais là, pour les applications web, voilà où est-ce que le bas blesse. C'est que Microsoft a créé des outils dans VisualStudio.net pour nous aider à créer ces fichiers de ressources-là. Alors, dans VisualStudio.net, une application Windows, on fait juste choisir la langue courante et à ce moment-là, ça va créer l'infrastructure. Là, tu parles quand on fait des applications Windows Form. Exact. Okay. Alors, on nous a simplifié la vie. Mais le problème, c'est que pour les applications web, on n'a pas la même infrastructure du tout. Pour les applications web, on peut utiliser aussi des DLL Assembly, Satellite Assembly, mais dans ce cas-là, il faut les programmer. Laisse-moi faire tu sais, je vais jouer. Donc, en 2005, la grosse nouvelle, c'est qu'ils nous ont fourni pour ASP.NET l'équivalent des outils qu'on avait dans Windows Form. Exactement. Est-ce que c'est juste l'équivalent ou c'est plus, c'est-à-dire qu'on a rajouté encore plus de cette application? C'est plus, mais j'y viens là. Attends, j'ai pas fini mon elevator pitch encore pour 2003. Patience. En 2003, ce qu'il fallait faire pour pouvoir justement faire un site web multilingue, on avait donc 3 grandes options. Soit se casser la tête à essayer de faire fonctionner notre site web avec des ressources.
Et c'était compliqué, mais c'était possible à faire. On a déjà vu des exemples. Microsoft aussi nous conseillait 2 autres alternatives. Premièrement, peut-être mettre des ressources justement dans des bases de données, comme tu l'as dit toi-même. Donc ça, c'est une autre option qui est très viable. Et on peut quand même avoir plus de fonctionnalités que juste mettre du texte. Hein. On peut aller plus loin puis dire, regardez des balises, et on va créer des balises justement bilingues. Quand je vais faire ma présentation justement dans quelques temps sur le sujet, je vais montrer justement des opérations de base de données un peu plus avancées où est-ce qu'on est capable non seulement de dire je change le contenu du texte, mais je change le contenu de balise, je change le titre de ma page web, ainsi de suite. Ça peut tout être drivé par la base de données. Le dernier point, c'est naturellement de faire ce que Microsoft fait, c'est-à-dire, hey, on va créer 2 pages web, une en français, une en anglais, une en japonais, et on fait autant de pages web qu'on a de langage à faire. Ça, c'est l'approche la plus lente, la plus difficile à maintenir, mais par contre, ça fait ses preuves sur des gros sites web, comme celui de Microsoft, par exemple. Okay. À ce moment-là, ça veut dire que dans le URL, tu as toujours /fr ou /n, dépendant... Exactement. On a ces belles aberrations-là qui nous suivent partout. Oui. Est-ce que c'est une aberration, vraiment? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais ça dépend que c'est quoi le type de site qu'on veut avoir. Ce qui est aberrant, c'est que là, si tu veux maintenir ton site, tu as 2 fois plus de travail à faire. Ben, j'en sais de quoi. Mon site à moi, il est français, anglais, puis j'ai des /fr, des /en, puis... C'est ça. J'avais pas le choix, sauf que dans mon cas, moi, je me suis servi d'un générateur de code, donc je sais pas trop à me casser la tête. Pour la version 2005, voici mon elevator pitch. Maintenant, ce qu'on a fait dans 2005, on a dit il sera possible d'utiliser des fichiers ressources pour se créer des sites web localisés. Alors là, on a des outils intégrés directement dans Visual Studio 2005 pour nous aider non seulement à pouvoir entretenir des strings, mais quelque chose de nouveau qu'on ne pouvait pas faire avec la version 2003, pouvoir justement gérer peut-être des GIFs, gérer des sons, gérer du XML, ainsi de suite. Donc, on a ajouté une série d'outils additionnels. Ça, j'imagine qu'on les retrouve aussi du côté Windows Form. Exactement. Tout ça, ça a été standardisé et du côté Windows Form et du côté Web Form. On va avoir essentiellement 2 façons maintenant d'intégrer les fichiers ressources à nos programmes. On va avoir la façon implicite, celle qui va être très bien supportée par l'interface, puis une façon un peu plus explicite, où est-ce que là, le programmeur va pouvoir spécifier certains mots-clés, certaines propriétés, pour pouvoir justement ajouter à ces sites web multilingues. Donc là, on a une certaine flexibilité qu'il n'y avait pas auparavant. Et ça donne une production assez intéressante. Une autre chose qui est possible, c'est que un des gros désavantages qu'on avait avec l'approche de ressources, c'est qu'est-ce qu'il fallait faire avant quand, admettons, il y avait une ressource qui changeait. Il fallait recompiler le site web. C'est ça qu'il fallait faire dans la vieille version de Visual Studio 2003. Maintenant, on n'a pas besoin de faire ça. On va avoir un dossier spécial, un dossier qu'on va appeler, et là dans la version bêta 1 et bêta 2, ça va changer, mais un dossier spécial où on va mettre nos ressources, nos fichiers resix, et dès qu'il va y avoir un changement dans ces fichiers resix-là, il va y avoir un compile just in time qui va être fait de façon transparente. Donc, si je te suis bien, d'un point de vue architectural, c'est intéressant parce que les contenus qui doivent être traduits vont être vraiment bien découplés des autres contenus de la présentation, donc les pages ASPX. Donc, on peut, tu sais, souvent, on veut découper la partie présentation du reste du code, mais là, c'est même si on découperait la partie présentation en ce qui est traduisable, ce qui est pas traduisable, donc ce qui est, ou en d'autres mots, ce qui est localisable, si on prend le jargon Microsoft de ce qui est pas localisable, puis la façon de faire ça, c'est en encapsulant ça dans des DLL satellites. Exactement. Mais les DLL satellites, on n'aura jamais besoin de les produire. Tout ce qu'on a à produire, nous, en tant que programmeurs, c'est juste de produire ces fichiers resix. L'outil Visual Studio et l'environnement ASP.NET 2.0 vont s'occuper du reste. Donc ça, c'est la bonne. Toujours le discours de Microsoft vont s'occuper du reste. Maintenant, en pratique, on sait que faut quand même s'asseoir puis réfléchir. En tout cas, dans un contexte d'entreprise, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est bon pour les démos, hein. Les démos, pour les cours de formation, peut-être, ça paraît vite, on compile, ça marche, mais dans la vraie vie, là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft, ils ont été un peu plus loin. Ils nous ont fourni une infrastructure pour dire, si on a besoin de changer de la façon que ça fonctionne, admettons, les fichiers ressources. Admettons, je voudrais changer, justement, plutôt de me fier sur des satellites assembly, je voudrais me fier sur autre chose, telle qu'une base de données ou quoi que ce soit. Je peux réutiliser la même technique de programmation de ressources et je fais juste modifier quel est mon resource provider. Et on est capable de fournir nos propres resource providers pour qu'ils cherchent les données. Il y a un mécanisme d'extensibilité prévu dans l'architecture. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ça, c'est cool. Alors ça, c'est le fun. Alors, c'est mon petit côté architecte, là. Moi, j'aime ça quand on me donne la flexibilité. Donc, pour les gens comme toi qui aiment ça de dire, moi, j'aimerais ça comme modifier la façon que on va localiser les pages web, on peut réécrire l'engin d'architecture. C'est ce qui se passe. C'est toujours, c'est le fun, j'ai cette possibilité-là, mais on sait qu'on le fera jamais dans toute la vie, en tout cas. Mais c'est juste d'avoir la possibilité.
Exactement. Mais moi-même, j'y pense présentement d'utiliser ça pour pouvoir modifier mes fichiers plutôt que de contenir mes fichiers ResX directement dans un dossier. Je vais plutôt les mettre dans une base de données parce que c'est comme ça que mes données sont présentement stockées. Et j'étais paresseux, j'avais pas le goût de changer justement l'infrastructure. En plus, on va avoir deux façons de maintenir ce qu'on appelle les fichiers ressources. On va avoir la façon locale de tenir un fichier ressource. Donc, chaque fichier web, chaque page ASPX va avoir donc son propre petit fichier de ressources locales. Mais on sait des fois, on a besoin de strings ou encore de messages qui vont être globaux à notre site web. Exemple, un message d'erreur pourrait peut-être revenir sur plusieurs pages de mon site web. Donc, on va avoir une possibilité de dire, regarde, voici mon string d'erreur, je le définis à un seul endroit, qu'on va appeler ce qu'on appelle un shared resource file. Et ce shared resource file, quand il va être compilé de façon strongly typed. Donc ça, pour ceux qui s'en rappellent, on se rappelle des datasets qui pouvaient être justement fortement typés. Ben, on peut donc créer des fichiers shared ou partagés de ressources qui, eux, vont être fortement typés. Et quand on va vouloir les utiliser, on aura juste à marquer ressources, point le nom de la ressource, point le nom de la clé qu'on a besoin de rechercher dans le fichier de ressources. Donc ça va aider les programmeurs à pouvoir retrouver justement les ressources qu'ils ont besoin. Puis l'avantage toujours d'avoir des types fortement, en tout cas des classes fortement typées, c'est que le compilateur détecte les erreurs à compilation et non à l'exécution. Exactement. Et donc ça va pouvoir simplifier la vie de plusieurs personnes. Moi, j'ai une question pour toi, Eric. Oui. On parle de site web multilingue. Dans tout ce que tu as regardé là, par rapport à ce que Microsoft donne comme nouvelle approche ou comme approche standardisée pour faire du multilinguisme, est-ce qu'ils ont une recommandation sur comment on devrait aviser les gens que notre site est multilingue? C'est-à-dire, j'ai vu des sites où on met des petits drapeaux pour te dire, si tu cliques sur le petit drapeau, tu switches en français, en anglais. Il y en a d'autres, c'est vraiment le mot français, anglais, puis dépendant de la langue de base, ça va être soit French, English. Puis là, tout ça, de façon automatique, change en fonction de ton contexte. Est-ce qu'il y a une approche plus particulière qui est suggérée par Microsoft ou ils ont considéré que c'était une question plus de présentation, puis dans ce cas-là, ils disent, regarde... Ben, officiellement, c'est une question plus de présentation, mais ce que je peux dire, c'est ce que la plupart des grands sites web font. Ils s'éloignent de plus en plus des petits drapeaux, puis ils vont de plus en plus vers les textes. J'ai trouvé que ça faisait un peu cucu, les petits drapeaux, mais... Exactement. Alors, si on va regarder Google, si on va regarder Yahoo, si on va regarder Amazon.com, et même si on regarde Microsoft.com, tous ces sites-là, ce sont des exemples de sites qui ont abandonné l'utilisation des petits drapeaux, ou s'en éloignent le plus possible, et vont plutôt vers une approche un peu plus lien. Est-ce que c'est partout harmonisé? Non, on sait, des fois, il y a certaines pages de Microsoft qui ont des petits drapeaux, mais... Les liens, ils sont pas pour te mettre 25 liens sur toutes les... Donc, c'est quoi? C'est il y a un premier lien qui t'amène vers une autre page dans laquelle là, tu peux choisir la langue qui t'intéresse? Ou? Ben là, ça va dépendre justement du nombre de langues qu'on a de disponibles. Et regarde par exemple l'approche que Google fait. C'est assez intéressant. Quand Google détecte qu'on est au Canada, il va justement nous suggérer et nous rediriger vers le lien google.ca. Et sur le lien google.ca, il va nous donner juste ces deux langues qui ont rapport avec le Canada, c'est-à-dire français et anglais. Et on n'aura pas vraiment d'autres choix sur google.ca. Et si on allait justement sur d'autres types de Google, comme google.suisse, j'imagine on aurait un petit peu plus de langues disponibles à ce moment-là. Puis le google.com, ça, moi, je vois souvent sur... Je vais presque toujours maintenant sur google.ca, mais je suis pas allé dernièrement sur google.com. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Google.com, eux, vont avoir des liens pour aller à des Google, naturellement, régionaux. Alors, ils ont une page et même sur google.ca, il y a ça, il y a une page pour qu'on puisse aller à un Google régional, et on pourrait choisir un autre Google à ce moment-là. C'est dans les options un peu plus avancées qu'on retrouve ça. Okay, c'est une question peut-être... moins technique, mais... Non, mais c'est quand même intéressant de voir quelle est l'approche faite par des grands sites web qui ont testé. Et moi, j'aime bien pour moi prendre comme exemple des sites web où est-ce qu'ils ont des millions d'usagers. Parce que je me dis, si ça marche pour eux et qu'ils ont des millions d'usagers, c'est que ça peut pas être si mauvais que ça. Ben, c'est le concept. À un moment donné, j'avais lu je sais pas si j'avais lu ou j'avais entendu, un moment donné, c'était le cardinal Léger qui cherchait où implanter, je sais pas trop, mais lui son principe, je me souviens pas de qu'est-ce qu'il voulait implanter, mais son principe c'était de se dire où est-ce que McDonald's a décidé de construire leur McDo, ça va être une place achalandée, donc il se plaçait toujours proche de où est-ce qu'étaient les McDonald's.
Puis là, ma mémoire me rappelle Cardinal Léger, mais ça n'a pas de même d'allure parce que je pense pas qu'il voulait construire des églises. Donc, mais en tout cas, l'idée c'était, tu regardes ce que une organisation qui a beaucoup de moyens a payé pour faire toutes les enquêtes, les recherches, puis tu te sers de ce qu'ils ont. Du fruit de leur recherche. C'est ça. Donc, on peut regarder les gros joueurs comme Google ou Microsoft ou Amazon pour essayer de voir quelles sont les approches qu'eux prennent. Exactement. Je pense qu'on est prêt pour passer à une autre étape de l'émission, qui est essentiellement les chroniques du mois. Puis après ça, on pourra parler de certification. Donc, les chroniques du mois, c'est essentiellement vous suggérer des livres qu'on pense que vous devriez lire, des sites web ou des blogs qui sont méconnus, que vous auriez intérêt à connaître, un ou des outils aussi. Donc, c'est pour vous aider à augmenter votre panoplie de savoir-faire sur la plateforme.net. Au niveau des livres, Eric, moi, quand je t'ai demandé pour être invité, je t'ai dit, faut que tu me suggères un livre que tu penses qu'il vaut la peine. Donc, je te lance, je te donne la porte en bon québécois. Donc, quel livre tu nous suggères? Je vais vous suggérer un livre .net assez intéressant. C'est le livre de Fritz Onion qui s'appelle Essential ASP.NET. Et c'est un livre assez surprenant parce que moi je l'aime beaucoup parce que ça explique un peu comment ça fonctionne derrière ASP.NET. La plupart des livres d'ASP.NET qu'on lit sur le marché de nos jours, c'est voici comment l'utiliser ASP.NET pour justement obtenir une belle page web, pour obtenir des graphiques dynamiques. Mais je vais faire juste un petit aparté. On parle d'un livre en anglais. Puis on va tout de suite dire au monde, à l'occasion, on va peut-être vous recommander des choses en français, mais ça va être assez rare. 99% du temps, ça va être des livres en anglais, parce que la réalité, si vous voulez être au fait de la technologie, apprenez à lire en anglais. C'est la seule façon que vous allez en sortir. Si vous continuez à être juste unilingue français, vous avez déjà une strike contre vous si on prend l'analogie du baseball. Puis, entre autres, ce livre-là, je pense pas qu'il est disponible en version française. Mais moi, je serais pas surpris, par contre, parce que d'après moi, c'est un best-seller présentement, d'après ce que j'ai pu voir. Dans le monde de .NET, justement, il en parle beaucoup en grand bien. Donc, je serais pas surpris qu'une version française soit éventuellement peut-être disponible. Sauf que la deuxième édition s'en vient vite. Oui, c'est ça. La deuxième édition va être disponible probablement un an avant ça, c'est le problème des versions françaises. Si un livre est vraiment populaire et vaut la peine, il va sortir, mais il va sortir avec tellement de retard que des fois, vaut mieux le lire en anglais pendant que le sujet est encore frais. Mais bon, ce que j'aime du livre, c'est qu'ils expliquent comment ça fonctionne derrière l'engin de recherche, pas l'engin de recherche, mais l'engin du fonctionnement de ASP.NET. Comment que les pages sont vraiment compilées derrière, où est-ce qu'ils sont compilés, comment, pourquoi. Ces questions-là sont vraiment répondues et la plupart des autres livres nous montrent juste comment faire des belles pages web. Et des fois, c'est pas ce qu'on a besoin. Des fois, on a besoin de comprendre comment que les pages web fonctionnent, juste pour être capable de pouvoir solutionner des problèmes. Quand on a des messages d'erreur, c'est très difficile de savoir pourquoi on a le message d'erreur, à moins qu'on comprenne comment ça fonctionne derrière. Moi, je compare toujours ça à la mécanique de voiture. Moi, je connais rien à la mécanique de voiture, personnellement. Et je peux vous dire, à chaque fois que ma voiture démarre pas, j'ai aucune idée pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que c'est à cause du moteur? Est-ce que c'est à cause de la batterie? J'en ai aucune idée. Mais quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, l'engin, est capable tout de suite de diagnostiquer puis de dire, ça doit être la batterie, ça doit être le moteur, ça doit être l'injection. Moi, je vais avouer, je suis pas un spécialiste de voiture, mais je suis un spécialiste à ASP.NET, donc pour moi, c'est important de savoir comment que le moteur fonctionne. Pour l'information des gens qui voudraient trouver ce livre-là, je vais vous donner le ISBN. C'est le 0201 76 03 98. Encore là, on va vous mettre un lien pour être capable d'aller le trouver aisément, mais avec le ISBN, c'est facile de faire une recherche sur votre site d'achat de livres préféré, que ce soit Amazon ou Camelot Info ou quelque autre choix. Moi, je vais vous parler d'un livre aussi qui, je pense, serait une bonne acquisition dans votre librairie. C'est le livre Code Complete de Steve McConnell, qui est un livre en deuxième édition aussi, qui avait été publié une première initialement en 1993, puis qui vient d'être publié en seconde édition en 2004. Mais 1993, ça c'était à l'époque de Windows 3.0, hein? Ouais, écoute, un livre qui a 11 ans de vie, puis qui est encore aujourd'hui d'actualité, c'est parce que c'est pas un livre anodin. C'est la référence pour vraiment apprendre à programmer. Mais si je me trompe pas, c'est probablement le livre le moins anodin de toute la collection des MS Press que j'ai vu. C'est un des bons livres publiés par Microsoft Press. On sait que Microsoft Press avait l'habitude souvent de publier des livres qui étaient plus de la publicité déguisée sur leurs outils, tandis que là, dernièrement, en tout cas dans les dernières années,
On peut dire que certains bons livres, dont entre autres Code Complete, qui est, écoute, c'est un livre qui a gagné, je pense, 6 ou 7 prix des Jolt Awards dans les années 96-97. C'est les Jolt Awards, c'est des prix comme étant pour les outils qui ont amélioré beaucoup la productivité des développeurs. Puis la deuxième édition, depuis que le livre est sorti, je n'ai rien lu de négatif sur ce livre-là, que des choses positives. Tout le monde dit, écoute, le livre a été maintenant adapté à la réalité java.net. Parce que c'est un livre qui se veut un peu agnostique des deux grandes plateformes. Donc, ce qu'on apprend dans ce livre-là, ça peut être applicable qu'on soit un développeur Java ou un développeur .NET. Mais on apprend vraiment les bonnes règles de programmation. Donc, le matériel va couvrir les fondations, comment faire du code de qualité, comment définir les variables, comment nommer les variables, comment définir ces énoncés, les fameuses structures répétitives, les boucles. Donc, toutes les choses qu'on aurait dû bien apprendre à l'université, puis souvent, oui, on peut dans certains cas avoir eu des bons cours, mais dans d'autres cas, ça peut être un peu boiteux. Ce livre-là couvre ça de A à Z. C'est vraiment une référence à lire, à mon avis, à moi. Donc, le ISBN, c'est 07 35 61 96 70. Puis, c'est Microsoft Press qui publie le livre. Moi, ça fait le tour. Je sais pas si Eric, toi, t'avais un autre livre technique que tu aurais voulu présenter. Moi, j'ai un livre non technique que je voudrais parler. C'est un livre en français en plus. On va me permettre ça, c'est la première émission, puis je pourrais peut-être pas souvent le faire. C'est un livre qui s'appelle Le point de bascule. C'est un livre qui est écrit par Malcolm Gladwell, qui vient d'être traduit en français par les éditions transcontinentales. À l'origine, ce livre-là était un best-seller aux États-Unis, là, 650 000 exemplaires vendus, donc ça s'appelait The Tipping Point. Puis, le livre, essentiellement, c'est, voyez-vous, le sous-titre, c'est Comment faire une grande différence avec de très petites choses. Puis, si je vous lis vite, qu'est-ce que c'est ce livre-là? Écoutez, dans ce best-seller, essencé par la critique, donc je vous l'ai dit, 650 000 exemplaires vendus aux États-Unis, Malcolm Gladwell, journaliste du New Yorker, soutient que la meilleure façon de comprendre les mouvements de masse consiste à les concevoir comme des épidémies. Les idées, les produits, les comportements, dit-il, se propagent exactement comme des virus. On en connaît, nous autres, on connaît ça, les virus en informatique, ou en tout cas le spam. L'auteur décortique de nombreux succès retentissants engendrés par des actions à petite échelle. Essentiellement, c'est une façon vulgarisé de parler de tout ce qui touche la théorie du chaos. Puis, moi, j'ai adoré ce livre-là. Je dis pas que c'est une bible, c'est juste intéressant, ça donne un point de vue, surtout quand on a à interagir, à faire de la gestion de ressources humaines, ça peut être bien intéressant parce que ça nous permet de peut-être avoir des nouvelles métaphores ou des nouveaux paradigmes pour comprendre le monde qui nous entoure. Site web ou blog, as-tu quelque chose, un site web que tu aimerais nous recommander, Eric? Ben, moi, je vais vous recommander, tantôt tu as parlé de la langue française et tu as commencé à ouvrir une parenthèse disant que la plupart des bons livres étaient en anglais, c'est vrai, et la plupart des bons sites web sont en anglais, mais là, j'en recommandais un qui est en français parce que beaucoup de gens me demandent des fois des sites web en français qui valent la peine. Et celui-là, c'est probablement un des meilleurs sites en français que j'ai vu côté actualité. Alors, pour ceux qui veulent, non pas savoir comment programmer ou quoi que ce soit, mais juste savoir qu'est-ce qui se passe de neuf et de nouveau dans le monde .NET, il y a un beau site d'agrégat qui s'appelle justement .NET-fr.com et on va avoir toutes sortes de belles actualités là-dedans. Et c'est avec ça que je me tiens à jour. C'est sûr que sur les sites américains, on peut se tenir à jour aussi, mais il faut comme lire une dizaine de sites importants américains pour avoir la même information qui est couverte par .NET-FR, je trouve. Okay. Une bonne synthèse. Parlant d'avoir une actualité dans notre langue, en français, moi, je vais vous suggérer un site pour avoir les nouvelles sur ce qui se passe à Montréal, ce qui touche .NET. C'est le site de MSDN Canada, donc msdn.microsoft.com/Canada. Ce site-là, essentiellement, va vous offrir des downloads, des nouvelles sur les produits, les technologies, surtout les événements de formation au Canada, toutes les ressources de formation aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'abonner à un newsletter qu'on reçoit par courrier électronique qui s'appelle MSDN Flash. Puis l'avantage de cette newsletter-là, c'est essentiellement, il va vous aviser s'il y a quelque chose qui se passe dans la région montréalaise. Puis ça nous permet de pas manquer les différentes conférences parce qu'on sait que Microsoft est assez agressif. Il y a beaucoup de tournées puis de conférences qui passent par Montréal, puis souvent sont gratuites, donc ça va à peine si ça nous touche, c'est un sujet qui nous intéresse d'y aller. Autre chronique du mois, les outils.
Eric, est-ce que tu as un outil que tu voulais nous recommander? Moi, j'ai recommandé un seul outil parce que c'est ta première émission. Je me suis dit qu'il faudrait avoir un outil de base. Hein. C'est toujours important durant les premières émissions d'avoir un outil de base. Et un des meilleurs outils que je recommande à mes étudiants pour pouvoir étudier le .NET Framework, c'est justement le .NET Reflector. Celui qui est programmé par Lutz Roeder sur son site web, qui est inclus sur les liens. Et ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est qu'on a la possibilité d'explorer n'importe quelle assembly, qui soit EXE ou DLL dans le .NET Framework. Et donc, on peut aller regarder quels sont les noms des classes, le nom des namespaces, les différentes méthodes et propriétés. Et on peut même, dans les méthodes, aller regarder les différents arguments pour chacune des méthodes. Et ce qui est le fun, c'est qu'on ne fait pas juste exposer le code, les noms de méthodes publiques, mais aussi les noms de méthodes privées et tout ça qui peut se cacher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même un décompilateur inclus, donc on peut double-cliquer sur, par exemple, une méthode et regarder le code source en question. Naturellement, c'est pas le code source réel, c'est le code source décompilé. Donc, on a pris tout simplement le code IL, on le décompile en C#, en VB.NET ou même en Delphi.NET. Et ça rend l'utilisation de ce programme-là assez intéressant, juste pour explorer comment ça fonctionne dans les coulisses de .NET Framework. Si vous avez demandé une question sur une classe de librairie du framework, vous n'êtes pas trop sûr, prenez .NET Reflector, vous allez voir, vous allez savoir ce qui se passe en dessous, parce que souvent, c'est ça, faut aller à la source. C'est difficile à lire, ceci étant dit, mais c'est tellement... Quand on est des fois bloqué, il n'y a pas le choix, il faut comme relever ses manches puis regarder comment ça marche dans le moteur. Bon, Eric, on va traiter maintenant de ton deuxième sujet, la certification. Pourquoi ce sujet-là en particulier? Mais c'est très simple, c'est que maintenant, dans le groupe GUVSM, le groupe d'usagers Visual Studio.net Montréal, on a maintenant justement offert, durant un concours, justement, la possibilité aux gens de devenir certifiés. Et ça, c'est un concours que Microsoft organisait, puis il y a 25 personnes qui, justement... Devenir certifiés? Exactement, devenir certifié. Eh ben oui, ils vont avoir un certain pouvoir, ils vont maintenant avoir un... Il faut quand même qu'ils passent des examens. Oui, c'est ça. Okay. Il faut quand même qu'ils passent une série d'examens pour pouvoir devenir certifiés. Ça, donc vous allez les aider à se préparer pour les examens. Exactement, on va les aider à devenir justement on va les aider à devenir dans le futur justement des gens certifiés. Et il y a deux grands types de certification que Microsoft a créés pour les développeurs. Ils ont créé ce qu'on appelle le MCAD, communément appelé le Microsoft Certified Application Developer. Et ça, c'est une série de 3 examens à faire, qui vont être un bon point d'entrée pour se rendre à la deuxième certification un peu plus avancée, qui se nomme le MCSD, pour le Microsoft Certified Solution Developer. Ça, c'est une série donc de 5 examens. Et dans ces 5 examens-là, on a exactement les mêmes 3 examens qu'on avait à faire pour devenir MCAD. Donc un MCSD par défaut est un MCAD aussi. Exactement. Il n'est pas possible de ne pas être MCAD. Faut pas confondre les certifications pour les développeurs que pour les certifications pour les systèmes engineers ou en tout cas pour nos gens d'exploitation qui sont bien populaires. À peu près tous les gens qui sont des administrateurs de systèmes sont souvent exactement. des Et ça, c'est un peu une drôle de réalisation que Microsoft a réalisée récemment. Ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient leur certification MCSE et MCSA qui sont devenus presque des certifications de facto. MCSE pour Microsoft Certified System Engineer et Microsoft Certified System Administrator. Ce sont 2 certifications qui existent donc pour les ingénieurs réseau. Et naturellement, ces gens-là qui travaillent en réseautique vont avoir presque besoin de ça pour entrer dans une compagnie. On ne considère même pas leur CV à l'entrée s'ils sont pas au minimum MCSE et MCSA. Probablement que ça c'était plus vrai il y a peut-être 2-3 ans que maintenant, mais je dois vous avouer, avec la compétition qu'il y a dans les emplois, dans le milieu de l'informatique, quelqu'un qui va avoir une certification va être quand même relativement plus privilégié. Mais c'est pas la même réalité du côté des développeurs. Non, du côté des développeurs, au contraire, ces certifications-là sont devenues presque des parures. Il y a quelques personnes qui le sont devenues, naturellement, des MCAD et des MCSD. Qu'est-ce que tu veux dire par des parures? Tu veux dire que ça vaut rien ou? Ben, ça vaut rien. Pourquoi? Ben parce que là où est-ce qu'on veut que ça compte, c'est-à-dire chez les employeurs qui veulent nous employer ou chez le public qui veut justement peut-être engager nos services, on voudrait justement qu'ils aient une certaine connaissance et dire, regardez, cette personne-là est certifiée, donc ça doit valoir quelque chose, ça doit avoir plus de compétences techniques qu'une autre. Mais parce que le public n'est pas informé de ça, parce que les recruteurs ne savent pas ou ne sont pas conscients que ces certifications-là existent, ben dans l'industrie présentement, c'est des certifications plus parures. Ils font bien dans un CV, mais je suis pas convaincu présentement que quelqu'un qui va faire du recrutement, à moins que je me trompe, va demander ou exiger de quelqu'un, si tu veux te présenter comme candidat, il faudra que tu sois MCSD.
Moi, j'ai rarement vu, en tout cas, un prérequis comme quoi il fallait être la certification. C'est ça. Vous allez sur Monster, sur JobBoom, ce sont des sites web où est-ce qu'on va vous dire vous devez avoir 3 à 5 ans d'expérience, mais jamais on va vous demander vous avez besoin d'une certification quelconque. À part peut-être une certification de diplôme universitaire ou cégep. Par contre, Eric, t'es MCSD. Oui. Je suis MCSD. Je me suis même recertifié sur .net. Donc, il y a peut-être des raisons autres que le fait que les employeurs recherchent ça. Qui valent la peine. Je sais que moi, mon expérience personnelle, tous les gens avec qui j'ai eu à travailler, qui avaient une certification MCSD, c'était pas des deux de pique. Habituellement, c'était des gens que je reconnaissais assez rapidement leurs compétences, soit parce que je les ai embauchés, ou soit que le travail m'a amené. Donc, à quelque part, ça doit valoir quelque chose. Pourquoi ces gens-là, qui sont pas des deux de pique, vont chercher la certification. Exactement. Alors, ce sont des gens qui vont avoir, comme on dit, de meilleurs outils pour pouvoir développer des sites web, puisqu'on a mesuré leur niveau de connaissance. Alors, normalement, ils devraient être comme mieux équipés pour pouvoir développer des sites web ou développer des applications Windows. Le point, c'est que Microsoft reconnaît ça maintenant et il essaie de pousser énormément sur la certification depuis, justement, quelques mois. Ils ont renouvelé, justement, la publicité. Ils se sont arrangés pour faire connaître un peu plus les cours pour devenir certifié. C'est moi qui donne les cours, alors je suis comme bien placé pour le savoir. Et donc, il y a vraiment une poussée qui est faite de ce côté-là. Est-ce que ça va fonctionner? Ben, naturellement, la poussée doit être faite chez les développeurs pour qu'ils deviennent de plus en plus certifiés. Puis oui, c'est une certification qui va avoir une certaine reconnaissance autour. Et à mesure que les gens vont devenir de plus en plus certifiés, à mesure que ça va devenir de plus en plus, je pourrais dire, presque nécessaire pour l'industrie dans le futur. Mais là, à quel point ça va être un changement lent? Rappelez-vous, pour devenir je veux dire, aujourd'hui, c'est nécessaire de devenir MCSE, mais c'est une certification qui a presque 8 ans d'existence derrière elle. Personnellement, moi, Eric, en tout cas, je suis pas si convaincu que toi qu'à long terme, ça va devenir aussi populaire que ce qui est du côté des systèmes ingénieurs. Je peux par contre expliquer pourquoi moi personnellement je suis allé renouveler ma certification .net il y a quoi un an et demi maintenant. Ben moi je peux expliquer pourquoi moi je l'ai faite en deux mots. En 2 mots, moi c'est parce que je suis un formateur certifié Microsoft et les formateurs certifiés Microsoft, s'ils veulent donner des cours de formation en développement technique, ils doivent avoir une certification Microsoft comme le MCSD. Alors moi c'est la raison, c'est peut-être pour donner des cours certifiés. Okay. Quelle est ta raison toi? Ben moi principalement bon, j'ai donné de la formation certifiée aussi, donc c'est un prérequis pour être un MCT. Donc, le fait d'avoir la certification MCSD, il y a à peu près 1 an et demi, j'étais pour perdre ma certification MCSD si je renouvelais pas avec .net. Mais la raison principale pourquoi j'ai décidé de repasser les 5 examens, c'est que je fais surtout un travail d'architecte. Puis souvent, les gens peuvent avoir une perception parce que tu fais un travail d'architecte que tu sais pas programmer. Que tu es complètement déphasé, que le langage C#, tu maîtrises pas ça. Donc moi, quand je me suis recertifié sur C# pour vraiment démontrer, regardez là, je la maîtrise le langage. Je maîtrise vraiment tout le bas détail, autant que les choses de plus haut niveau. Puis c'est la même histoire au 199 quand je m'étais recertifié. Moi, c'est la 3e fois que je me recertifie. Je me suis déjà certifié initialement en 96. À l'époque, écoute, on parle là de, je sais pas, il y avait pas beaucoup de monde qui se certifiait. Je vous expliquerai pourquoi je m'étais certifié en 96, mais initialement en 99 aussi, je m'étais certifié à ce moment-là en allant chercher les examens VB6. Parce que vu que moi, mon background, j'étais perçu comme un programmeur C++, les gens avaient l'impression que je savais pas vraiment VB. Donc en étant certifié VB6, je venais de régler le problème, il y avait plus de doute possible. Puis comme j'ai dit, ma première certification en 96, c'était plus en C++ à l'époque. Puis à l'époque, la raison, c'est que j'étais dans des startups technologiques, puis il n'existait pas les MSDN comme on a aujourd'hui, où on pouvait payer 2000 $ pour avoir tous les logiciels. Pour avoir accès à tous les logiciels, il fallait être un Microsoft Certified Solution Provider. Puis pour être un MCSP, donc un Solution Provider, il fallait que tu aies des gens qui avaient ces certifications-là. Donc un jour, je travaillais dans un start-up, puis les fondateurs du start-up m'ont appris que d'ici 3 semaines, on avait reçu une lettre de Microsoft qu'on perdait notre certification si on n'avait pas quelqu'un qui avait passé tel examen. Puis nous, ça voulait dire à ce moment-là qu'on perdait aussi l'accès à nos logiciels. Puis juste pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent à l'époque, je travaillais avec Nicolas Landry, qui est quelqu'un dans la région montréalaise qui a été un Regional Director qui était bien connu. Donc moi puis Nicolas, on s'est regardé et on s'est dit c'est hors de question qu'on perde nos accès à tous les logiciels de Microsoft. C'était 96, c'était le début de l'Internet, en tout cas c'était le début de AIS, tous ces produits-là, on voulait avoir accès à ça.
Donc, d'entrée de jeu, je dis, ben, regarde, moi, je vais aller passer un examen. Donc, je me suis préparé 2 semaines. Puis, j'ai regardé les examens. Il y avait un examen sur C++, un examen à l'époque sur VB, on était à l'époque de VB4. Puis, il y avait un examen sur architecture. L'architecture m'a toujours intéressé. Je disais, moi, c'est l'examen d'architecture. Je me souviens de Nicolas Landry qui m'a dit, Mario, prends pas cet examen-là, c'est le plus dur. T'es bien mieux de commencer par l'autre, ça va être bien plus facile. J'ai dit, mais non, c'est pas dur. Donc, je me suis préparé. Je t'avais passé l'examen, puis je me souviens le matin où je t'avais passé l'examen, mon Nicolas qui m'attendait vers 11h quand je suis revenu, puis il me dit, Morgane, puis l'examen, parce que dans son fond intérieur, il était persuadé que j'étais pour le couler, parce que les examens ont jamais été faciles, hein. Puis là, j'ai regardé, je dis, j'ai passé. Puis là, il était tout surpris comme, ah, tu l'as passé? Puis là, je venais comme de passer un niveau parce qu'on commençait à travailler ensemble. Je venais comme de monter d'un grade comme si c'était dit, ouais, il est pas pire, le grand 6 pieds, passer cet examen-là. Puis sans le savoir, j'avais marqué des points. Mais le but, nous autres, c'était surtout qu'on voulait garder notre certification. Puis ayant commencé l'examen d'architecture 1, j'étais allé chercher l'examen d'architecture 2. Puis forcément, j'avais passé l'examen de C++. Je me suis retrouvé avec le type de MCSD que j'ai gardé. Puis comme je l'ai expliqué, je l'ai renouvelé. Parce que je voyais toujours un intérêt de démontrer aux employeurs, je maîtrise tel langage. Alors, un examen, comment ça se déroule? Ça se déroule comme suit. Il va falloir que tu réserves justement un centre d'examination autorisé, exactement. Un centre d'examination autorisé, une plage d'examen. Les examens durent en moyenne 2 heures chacun, donc il faut se réserver justement une plage de 2 heures, soit à un centre vue ou à un centre prométrique local. Et à Montréal, il y a environ 5-6 de ces centres-là autorisés vue ou prométrique. Par exemple, où est-ce que je travaille, chez 3Soft, il y a justement un centre vue qui est disponible. Une fois qu'on a été autorisé une fois qu'on a été inscrit à l'examen, moi, ce que je recommande aux gens, c'est de s'inscrire à l'examen de façon orale, avec le téléphone. Et les gens me demandent pourquoi. Ben, c'est parce qu'ici, on est au Québec. Et au Québec, il y a comme une règle spéciale qui s'applique si on est francophone. Et si on est un francophone qui prend un examen anglophone de Microsoft et qu'on appelle directement vue au prométrique, on est capable d'avoir une extension justement d'une demi-heure sur l'examen. Et ça a l'air niaiseux. Je savais pas ça. Mais ça, oui, exactement. Ça, c'est l'extension qui pourrait vouloir faire la différence entre j'ai le temps de tout faire l'examen ou il me manque 1 ou 2 questions à la fin. Et des fois, c'est ces 2-3 questions-là qui font qu'on passe. J'aurais aimé ça savoir ça. Moi, l'examen d'SQL Server, entre autres, j'avais passé de temps à la fin, puis il y a quelques questions que je n'ai pas pu répondre, puis j'aurais apprécié. Exactement. Alors ça, c'est le genre de petits trucs intéressants à savoir, ce petit 30 minutes supplémentaire. Mais ça ne s'offre pas sur le site web. Il faut absolument appeler directement chez Vue ou chez Prométrique pour demander cette extension spéciale. C'est bon de la savoir. Donc, les gens s'inscrivent à l'examen, ils se préparent. Ils se préparent, exactement. Et là, ils vont me demander des fois dans quel ordre il faut préparer les examens. Naturellement, on peut commencer par des examens plus faciles ou des examens plus difficiles. Moi, je recommande aux gens de commencer avec un examen plus facile juste pour se pratiquer avec l'environnement de test et pour monter un peu de confiance en nous. Il y a d'autres personnes qui préfèrent commencer tout de suite par le plus difficile pour justement avoir terminé ce qui était compliqué et par la suite aller vers les sujets un peu plus faciles. Alors, tout dépend de l'approche qu'on veut avoir. L'autre chose aussi, c'est qu'il existe des livres de préparation, en tout cas, où on fournit tout le contenu. Puis, c'est sûr qu'il faut que tu comprennes, là, c'est pas un livre, tu lis ça, puis c'est sûr que tu passes l'examen, mais il y a des livres spécialisés. C'est ça que le groupe d'utilisateurs Visual Studio a fourni, une vingtaine de copies de ces livres-là aux gens qui voulaient se préparer pour les examens. Exactement. Alors, c'est ce qu'on appelle la grosse brique de livres où est-ce qu'on a 5 manuels à l'intérieur. En fait, c'est 4 manuels plus un livre CD, si je pourrais dire, où est-ce qu'on a le contenu électronique. Bon. Alors, des gens, des fois, me demandent est-ce que je vais prendre les examens C# ou VB.net. Et ça, à quoi je réponds, les examens sont très similaires, qu'ils soient pris en VB.net ou C#. En fait, l'examen de C# que moi j'ai pris, moi, personnellement, il y avait à un moment donné une question où est-ce qu'on demandait quelle est l'erreur dans le code, et on avait justement un petit bout de code de 10 lignes de code, et les lignes étaient numérotées, mais étaient numérotées non pas pour faire du sens en C#, étaient numérotées pour faire du sens en VB. Et ça m'a toujours fait rire. Il y avait comme des espaces laissés pour les end sub puis begin function et tout ça. Alors ça m'a fait très très rire quand j'ai vu ça. Donc on le sait, la réalité aujourd'hui, le langage, en tout cas que ce soit VBNet ou C# est de moins en moins important. C'est pour ça qu'à quelque part, c'est sûr qu'on a peut-être préférence à prendre un langage avec lequel on travaille à tous les jours, parce que ça va nous aider. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pas besoin d'avoir programmé, juste lire les livres, puis on va faire l'examen, puis on passe ça. Là. Hey, rêvez pas en couleur. Là. C'est la meilleure façon de couler, justement. Puis après ça, c'est souvent ces gens-là après ça, qui vont discréditer les certifications en disant « Ah, ça, c'est bon à rien. »
ben justement, ils ont peut-être pas... faut que tu aies vraiment de l'expérience à travailler avec la technologie pour vraiment la maîtriser assez pour passer les examens. Les examens 305, 315, c'est les examens sur VB.net et C# pour le web, sur ASP.net. Les examens 306, 316, c'est les examens VB.net et C# pour les technologies Windows Form. Les deux examens sont très similaires en complexité et je pourrais dire qu'il y a beaucoup de sujets qui se recoupent. Habituellement, si on a étudié pour l'un, étudier pour l'autre devient assez simple. Parce que c'est ça, si on voit qu'il y a un examen qui cible la plateforme Windows, il y a un examen qui cible la plateforme ASP.net, il y a un autre examen qui va cibler les services web, parce que c'est au cœur de toute la technologie. Mais celui-là est très différent des deux autres. Vraiment, les deux examens que je viens de nommer, c'est-à-dire les examens web et on va dire que ces deux examens Windows, d'entrée, on pourrait commencer par ceux-là. On pourrait commencer par ceux-là, et je vais vous avouer, les sujets sont très similaires. Les deux vont parler de base de données, les deux vont parler de connexion, les deux vont parler de sécurité. Les deux vont parler de sujets similaires. C'est sûr qu'il y a des différences dans les plateformes, mais c'est pas des différences extrêmement élevées. Assez élevées pour faire deux examens différents, oui, mais pas pour que quand on commence à étudier, qu'on sente qu'on est dans un sujet complètement étranger. Celui sur les services web, il s'appelle pas juste service web, il touche aussi enterprise, ça touche plus le développement en entreprise. Exactement, il s'appelle ce qu'on appelle server component, c'est naturellement le développement en entreprise. Et là, on va aller un peu plus dans les profondeurs et je pourrais dire les fleurs du tapis du .NET Framework. C'est un examen intéressant à faire. Je ne sais pas s'il est encore aussi pertinent de nos jours qu'il était auparavant, parce qu'il va nous demander de faire, par exemple, des extensions sur des XML Web Services, des choses qu'on ferait probablement moins de nos jours manuellement, qu'on aurait fait peut-être au tout début quand le .NET Framework est sorti. Ouais. Mais voilà, il y a toute une partie de cet examen-là qui touche les Enterprise Services. Puis les Enterprise Services, aujourd'hui encore, moi je considère que c'est une plateforme qui est pertinente. Pourquoi? Parce que si on développe l'Enterprise Services, c'est la meilleure façon de se préparer pour Indigo, qui est la future plateforme pour des services web que Microsoft développe, en tout cas pour faire des architectures orientées services. Puis c'est le même paradigme de programmation. Les Enterprise Services, c'est programmation déclarative, puis les Indigo sont aussi de la programmation déclarative. Donc il n'y a pas de décalage au niveau de l'approche. C'est sûr que ça sera pas pareil, mais ça va être facilement évolué. Il va y avoir une évolutivité. En tout cas, ça va être possible d'évoluer d'un vers l'autre. OK. Alors, on a aussi des examens optionnels et je vais en parler rapidement. Les examens optionnels, naturellement, ça peut être l'examen de sécurité sur le .NET Framework, qui est un nouvel examen qui est sorti tout récemment. Ça peut être un bon examen à passer parce que si tu es capable de montrer que tu maîtrises les concepts de sécurité, aujourd'hui, ça vaut de l'argent sur le marché. Définitivement. Et naturellement, il y en a d'autres qui, comme toi et moi, à l'époque, on a fait naturellement la certification, il n'y avait pas encore d'examen de sécurité, donc on avait fait à l'époque l'examen sur SQL Server 2000. Puis moi, je recommanderais de pas faire l'examen sur BizTalk, parce que c'est sur BizTalk 2000. J'aimerais peut-être pas dire ça, mais c'est un produit... Ouais, il y a deux autres examens optionnels que plus personne n'utilise de nos jours, l'examen BizTalk 2000 et Commerce Server 2000 aussi. Ce sont deux produits de toute façon qui sont périmés et je crois qu'ils sont encore sur le site web annoncés là, juste pour les gens qui utiliseraient ces vieilles technologies-là. Je dirais, si vous avez une très grosse connaissance de SQL Server, faites l'examen sur SQL. Mais encore là, faites attention parce que l'examen sur SQL, il est à deux sauces, c'est-à-dire que c'est le même examen que vont aussi passer les gens qui sont des systèmes ingénieurs. Donc, il y a beaucoup de questions qui vont plus s'adresser à des gens d'exploitation. Puis souvent, c'est ce qui fait que c'est difficile pour les développeurs parce que c'est un examen hybride. Tandis que si vous connaissez pas beaucoup SQL, ben vous avez peut-être intérêt à faire l'examen sur la sécurité parce que c'est vraiment un domaine qu'il faut maîtriser de plus en plus aujourd'hui. En tout cas, c'est mon petit avis personnel. Ouais, moi, je vais devoir te dire que l'examen SQL, je trouve pas qu'il est vraiment guéri pour les gens de IT au complet. Au contraire, je dirais qu'il est vraiment adapté pour des gens plus en programmation qui doivent développer ce qu'on appelle des applications SQL qui vont devoir être développées. Je vais dire, moi, en tout cas, des examens, quand ils m'ont demandé des stratégies entre autres, de comment je vais faire toute ma synchronisation, pas ma synchronisation, j'ai un blanc de mémoire. Comment on appelle ça quand on veut synchroniser des données à distance entre deux serveurs? Donc, tout ce qui touche... La réplication, excuse-moi, j'avais un blanc de mémoire. Donc, tu sais, là, j'étais vraiment... Pour moi, là, c'était comme... on parle vraiment beaucoup plus de choses qui sont IT que développeurs, mais... Je suis d'accord qu'il y a quand même facilement 60, 70, 80% de l'examen qui traitait vraiment, qui s'orientait pour les développeurs. Pour ceux qui vont faire ce qu'on appelle la track pour devenir un solution developer, il y a le dernier examen qui est l'examen sur l'analyse des besoins et l'architecture des programmes .NET. Et je dois avouer, cet examen-là est un drôle d'examen. La plupart des gens qui ont fait l'examen, soit qu'ils le trouvent vraiment trivial et très simple à faire, ou encore ils disent que c'est l'examen le plus dur qu'ils ont fait de leur vie. Moi, je suis plutôt du camp qui ont dit il y a vraiment rien dans cet examen-là comme contenu. Je l'appelle l'examen de compréhension
compréhension d'anglais, parce qu'on nous donne dans cet examen-là ce qu'on appelle des cas d'exemple, où est-ce qu'on va avoir 3-4 pages de texte, et ensuite une série de 4-5 questions sur ces 3-4 pages de texte qu'on peut consulter. Et et je dois avouer, les questions sont du genre, bon, d'après l'analyse, par exemple, qui a été faite dans les 3-4 pages précédentes, quel est le type d'application que vous allez vouloir implanter, quel est le type de solution à faire, l'architecture, les tables, et ainsi de suite. C'est l'examen du gros bon sens. Hein. Si t'as un gros bon sens puis une compréhension de la technologie at large, tu vas passer à travers cet examen-là. C'est sûr que tu as fait un peu de modélisation de schéma de base de données, un peu de modélisation aussi de diagrammes de classe. Écoute, tu as fait ces choses-là. C'est l'examen facile. Mais le pire, c'est que je connais quelqu'un qui fait du développement depuis presque 20 ans, qui a été faire l'examen récemment. Et moi, je lui avais dit, écoute, prépare-toi même pas, tu vas le passer comme d'un rien. Et ce gars-là l'a préparé en plus. Il a pris le livre officiel de Microsoft, il l'a lu, il avait souligné et raturé son livre. Et il avait vraiment étudié tout au complet. Et finalement, il a pas réussi l'examen à la fin. Et j'étais ébahi, j'en revenais pas. Je pouvais pas croire qu'un gars comme ça pouvait couler l'examen. Donc, c'est pour vous dire à quel point que ça peut être traite des fois. Mais en tout cas, moi je n'ai coulé les examens. Pensez pas que vous allez faire tout sans couler. On en coule tous les examens, c'est humain, hein, c'est normal. Sinon, les examens seraient trop faciles. Donc, je veux dire, n'importe qui serait capable de se certifier trop aisément. Donc, ça fait partie de la game aussi d'accepter le fait qu'à l'occasion, on va couler les examens. OK, moi, je vais terminer l'émission en annonçant, on parle de certification. Puis j'ai acheté, moi, il y a quoi, 1 an et demi, tout le kit, les core requirements pour passer les examens. Puis je voudrais annoncer un tirage que je vais faire. Pour tous ceux qui se rendent jusqu'à la fin de l'enregistrement. Effectivement, on va voir ceux qui sont rendus jusqu'à la fin de l'enregistrement. Ce tirage-là, c'est essentiellement, je vais faire tirer mon livre, mon kit de livres, ça vaut quasiment 300$ ces livres-là. Ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est qu'il faut aller sur la plage le site web de blabla.net.com. Puis vous allez voir qu'il y a un endroit où on peut s'enregistrer pour recevoir des notifications par email des prochains enregistrements. Ben, si vous inscrivez entre aujourd'hui, donc le 22 novembre, et disons jusqu'à l'enregistrement du mois de février, qui va probablement avoir lieu, je sais pas, autour du 10 février ou du 15 février dans ces dates-là, ben à ce moment-là, cette émission-là, je vais faire un tirage parmi tous les emails reçus, puis celui que je tirerai, ben ce sera, ou mon invité tirera un email, puis ce email-là sera celui qui gagnera ce livre-là, que ça me fera plaisir de remettre. C'est puisque c'est le kit de certification, celui à 4 manuels, c'est le kit qui vaut 200$, là, en haut 200, en tout cas, sur le site d'Amazon, t'as listé à 246$, donc, à l'époque, j'avais pas payé 246$, c'est un beau cadeau, là. Ouais, mais l'idée, c'est aussi puis vous allez voir, si vous allez sur le site, je mettrai pas de lien, genre il y a un tirage, tout ça. Je veux vraiment que ce soit les gens qui ont écouté l'émission, puis les courageux qui sont rendus jusqu'à la fin de l'émission, qui ont juste à aller rentrer leur adresse email, puis qui peuvent. Puis s'il y en a juste un qui va le faire, ben il gagnera de facto. Puis s'il y en a 10, ben ça sera une chance sur 10. Donc, j'allais m'inscrire tout de suite. Je pense, Eric, t'as déjà sorti, t'as pas le doigt, hein. C'est comme les concours ceux de l'entreprise. Ben parlant de ça, Eric. T'as pas le droit, pourquoi? Parce que moi, je nous regarde aller, puis ce que j'aimerais, c'est que tu viennes co-animer avec moi les prochaines émissions. Mais j'en serais très honoré si tu m'invites. Écoute, moi, ça va me permettre d'avoir quelqu'un avec qui échanger, puis dorénavant, on recevrait les invités à 2. Puis, donc, si tu acceptes l'invitation, ben c'est chose faite. Sur ça, ben on va terminer l'émission, puis on vous souhaite un bon mois de novembre, et on se revoit en décembre. Au plaisir!